La liberté qui capitule et le pouvoir qui se dégrade n'obtient point merci de ses ennemis. C'est Chateaubriand qui l'a dit. Ainsi qu'on vous l'a dit, je pense, je souhaite qu'on mette un peu d'ordre dans cette conférence de presse et que par conséquent on série les questions. Et je vous propose que nous passions d'abord dans le domaine économique et social, puis dans la politique pure, si j'ose ainsi l'appeler, et enfin la politique extérieure. Alors passons d'abord aux questions dans l'ordre économique et social. Monsieur. Monsieur le Président de la République, Pierre Meutet, Europe numéro 1. Dans votre discours de Strasbourg, vous avez suggéré que la France double sa production industrielle dans la décennie 70. Ceci implique à l'évidence un taux d'expansion légèrement supérieur à celui actuellement suivi et des méthodes de financement qui font défaut à l'heure actuelle. Doit-on en conclure que vous préconisez un changement de politique économique et financière? Je n'ai pas employé certainement l'expression décennie. J'ai dû dire dans les 10 prochaines années. Comme ça, tout le monde m'a compris. Je pense en effet qu'il faut doubler notre production industrielle en 10 ans. Je ne suis pas sûr que cela représente une accélération de ce qui s'est passé au cours des années 69 ou 70, où je pense bien que la production industrielle a dû, en volume, augmenter de l'ordre de environ 7% par an. Sur 10 ans, on arrive à peu près au doublement. Ça sera peut-être en 10 ans et demi. Je ne préconise pas un changement de politique. Je dis simplement que notre effort fondamental doit être porté sur l'industrialisation, sur le développement de l'industrie, que par conséquent, nous devons tout faire pour essayer de mettre le plus possible des capitaux dont nous disposons par l'épargne et par le développement des entreprises dans l'industrialisation et dans son développement. Cela comporte aussi l'acceptation de capitaux étrangers, l'introduction de sociétés étrangères en France, dès lors qu'elles nous apportent quelque chose, qu'elles nous enrichissent. Donc je ne préconise nullement un changement de politique, disons simplement que je suis pour le maintien accentué d'une certaine politique. Monsieur le Président de la République, Pierre Charpy, Paris Presse. Vous avez parlé à Strasbourg d'une réorganisation nouvelle de l'entreprise, d'une modification de ses structures. Quelles sont dans ce domaine vos intentions ou peut-être votre projet? Je ne crois pas qu'il appartienne à l'État d'imposer des modifications de structure dans les entreprises. Beaucoup a déjà été fait. J'ai cité par exemple les comités d'entreprise. Et je lis ici ou là, mais c'est une vieille histoire. Ils ont fait la preuve de leur impuissance. D'abord, je ne crois pas que ce soit tellement vrai. Et en tout cas, rien ne les empêche de se consacrer à ce qui est leur vocation principale, c'est-à-dire, à proprement parler, la participation active des représentants des travailleurs à la marche de l'entreprise. Mais je pense, plus encore qu'à l'action de l'État, à la réorganisation des structures internes des entreprises. De très nombreux chefs d'entreprise en France ont déjà su associer leurs cadres, leurs employés, leurs ouvriers à la marche de leur affaire, soit en leur donnant un peu plus la parole dans les conseils d'administration où les représentants des comités d'entreprise siègent et où trop souvent on considère que leur présence est purement symbolique, soit dans l'organisation même du travail dans les affaires. Et sur ce point, il y a beaucoup à faire en prenant modèle sur les entreprises les plus avancées aux États-Unis, où l'on a considérablement déconcentré les responsabilités, où les nouvelles méthodes d'organisation consistent à faire descendre jusqu'au niveau de l'atelier et quelquefois jusqu'au niveau de la machine la possibilité de la décision. Tout cela doit se faire beaucoup plus par la discussion entre les travailleurs et leurs employeurs que par la voie autoritaire de l'État. Je crois pour ma part à la procédure de consultation et de concertation. Je crois aux conventions collectives et je crois aux accords directs entre les intéressés. Mais naturellement, l'État peut jouer
un rôle d'incitateur et doit jouer un rôle d'incitateur. Nous avons fait des progrès. Nous sommes très loin encore d'une situation idéale, mais je crois qu'aujourd'hui, beaucoup de patrons se rendent compte eux-mêmes que l'époque du patron du droit divin est révolue. Gabriel Farkas, François. Monsieur le Président, votre gouvernement est en train de préparer le budget de 1971. Celui de 1970 est censé tourner assez largement vers le passé. Croyez-vous pouvoir parvenir à un budget plus ouvert, plus largement tourné vers l'avenir? Qu'est-ce que c'est qu'un budget tourné vers le passé? Qu'est-ce que c'est qu'un budget tourné vers l'avenir? Un budget est en effet obligatoirement tourné vers le passé dans la mesure où ce que l'on appelle les dépenses acquises en représente l'essentiel. Je veux dire par là qu'obligatoirement un budget commence par reconduire tout ce qui a été décidé précédemment. C'est ainsi que tous les traitements de fonctionnaires sont évidemment reconduits et représentent une part importante du budget de la nation. Nous ne pouvons pas éviter cela et je ne pense pas en tout cas que les fonctionnaires seraient satisfaits qu'on supprime leur traitement du budget sous prétexte de se tourner vers l'avenir. Ce que vous appelez l'avenir, c'est finalement l'équipement. C'est toute la partie nouvelle de création dans tous les domaines. Cette partie, dans tous les budgets, n'est effectivement pas extrêmement importante. Là encore, il faut distinguer, vous savez. Lorsqu'un ministre, mettons le ministre de l'Équipement, vous dit « je demande 10% d'augmentation de mes demandes d'équipement », il ne faut pas croire que l'avenir soit dans ces 10%. Cela veut dire d'abord qu'on lui renouvelle les mêmes possibilités budgétaires d'équipement qu'il avait précédemment et qui, dans la mesure où il s'agit d'équipements nouveaux, sont déjà des dépenses nouvelles et sont tournées vers l'avenir. Et l'augmentation en pourcentage ne permet pas de mesurer ce qu'il y a de nouveau dans un budget. Ceci étant dit, je le reconnais, Monsieur Farkas, il n'y a rien de plus ingrat que de faire un budget et plus désespérant même pour le Premier ministre en particulier et pour le ministre de l'Économie et des Finances, parce qu'on s'aperçoit que les ressources d'un pays ne sont pas illimitées, qu'en fin de compte, on ne peut dépenser que l'argent que l'on a, c'est-à-dire celui qu'on demande aux contribuables, et que dès lors, on est limité dans ses espérances parce qu'on est limité dans ses moyens. Monsieur. Jetter, Frankfurter Allgemeine. Monsieur le Président, c'est le 1er juillet que le programme de stabilisation aurait dû arriver à son terme. La liberté d'échange est une loi fondamentale du marché commun. À quand donc le rétablissement de la liberté d'échange en France? Nous n'avons pas parlé de programme de stabilisation, nous avons parlé de plan de redressement. Effectivement, il y a un an, ou à peu près un an, que nous trouvons devant une situation monétaire, économique, financière donnée. Le gouvernement a été appelé à prendre un certain nombre de mesures, dont la plus importante était évidemment la dévaluation. Je crois pouvoir dire aujourd'hui que cette dévaluation a été réussie. Et elle a été réussie dans des conditions particulièrement difficiles, puisqu'elle a été réussie dans un climat international de surchauffe, ou en tout cas d'expansion, alors que chacun sait que ce qui favorise les dévaluations, c'est au contraire un climat de récession. Cette dévaluation a été réussie et nous avons, hier même, achevé de rembourser toutes nos dettes à court terme, que ce soit à l'étranger, sous la forme de swap ou autre, que ce soit vis-à-vis des banques françaises. Et nous allons même annoncer que nous renonçons à imposer aux banques françaises le dépôt de leurs devises au Fonds de stabilisation des changes. À l'heure actuelle, la France n'a plus de dette, à l'exception des 985 millions de dollars qu'elle a empruntés, comme c'est son droit, son quota, au Fonds
monétaire international. Notre situation est donc tout à fait satisfaisante. Le franc n'est nullement discuté sur les places étrangères. Néanmoins, nous ne croyons pas que le moment soit encore venu de supprimer le contrôle d'échange. Nous ne le croyons pas parce que l'expérience nous a prouvé qu'à le supprimer trop tôt, on risquait d'être amené à le rétablir, qu'il n'y avait rien de plus fâcheux. Et aussi parce que la situation monétaire internationale ne nous donne pas toute garantie à ce sujet. Mais j'espère que dans les prochains mois, il nous sera permis de franchir de nouvelles étapes et finalement d'abolir complètement le contrôle d'échange. Je l'espère et je dirais même, je le crois. Monsieur. Beaufrère, Agence France-Presse. Monsieur le Président, une information qui vient de paraître fait état de rationalisation de la production aux usines Berlier dans le cadre de l'accord Citroën-Fiat et de compression des effectifs. Pouvez-vous nous dire, dans l'état actuel de l'étude du dossier par le gouvernement, quelles seraient les perspectives à votre avis? Écoutez, je me refuse, monsieur, à parler de questions particulières et pour des raisons que chacun doit comprendre. Les Berlier fait partie d'un ensemble de toute l'industrie automobile française. Une affaire peut connaître à un moment donné plus ou moins de prospérité, plus ou moins de difficultés. De toute manière, l'entreprise Berlier est une entreprise trop importante pour que l'État se désintéresse de son sort, mais son sort ne me paraît pas menacé. Et quant aux négociations qui peuvent exister avec Fiat ou avec d'autres sociétés, je me refuse à en parler publiquement. Monsieur le Président, Jean-Claude Vajou. Le thème de la nouvelle société revient souvent dans les discours du Premier ministre. Les observateurs ont remarqué que vous n'avez jamais prononcé, quant à vous, l'expression de nouvelle société. Doit-on conclure que cette omission est volontaire ou simplement fortuite? L'expression n'étant pas de moi, je ne vois pas pourquoi je l'emploierais, n'est-ce pas? Mais ça ne veut pas dire que je sois en désaccord sur le fond avec le Premier ministre, pas plus en ce domaine que dans d'autres. En tout cas, s'il y a une nuance, je dirais peut-être, cela tient à ma formation ou encore à ma fonction, que j'attache plus d'importance à l'homme qu'à la société, et à la place de l'homme dans la société qu'à la forme même de la société. Jean Boissonnat, l'Expansion. Il y a quelques mois, vous aviez demandé à la ménagère française de s'abstenir de renouveler sa machine à laver. Elle l'a fait, peut-être n'est-ce pas seulement parce qu'elle vous a écouté. Que lui dites-vous aujourd'hui? Je crois que nous avons aidé la ménagère française à s'abstenir d'acheter une machine à laver en rendant les conditions du crédit plus difficiles. Depuis ce temps-là, un certain nombre de mesures ont été prises en sens inverse. À travers cette machine à laver symbolique, vous posez, monsieur, le problème de la consommation. À l'heure actuelle, en effet, si je prends l'économie française, je dirais que globalement, elle est en parfaite santé, elle est très active. Ça ne veut pas dire, bien entendu, qu'il n'y a pas des branches où la situation est moins brillante que dans d'autres. Je parle globalement. Je dirais ensuite, toujours en gros, que les industries de biens d'équipement sont non seulement en pleine activité, mais même dans une certaine mesure encore en état de surchauffe. Et que les industries qui produisent des biens de consommation sont certainement, sinon en ralentissement, tout au moins sur un palier. Il est donc possible que dans les prochaines semaines ou les prochains mois, nous soyons amenés à prendre des mesures pour favoriser ces industries, c'est-à-dire pour inciter à la consommation, et qu'à ce moment-là, je demande aux ménagères françaises, et je leur dis, c'est le moment pour vous d'acheter des machines à laver. C'est possible. Je crois que si nous devons le faire,
il faudra le faire avec précaution et aussi le faire assez tôt. Essayer de prévoir, ce qui est toujours, vous le savez, en matière économique, difficile. Il y a d'ailleurs un mystère. Le pouvoir d'achat en France au cours de l'année écoulée a certainement augmenté de façon très sensible. La hausse des salaires le démontre, et certes la hausse des prix est là, importante, parfois trop importante à nos yeux, mais la différence est tout de même sensible. Il y a donc augmentation du pouvoir d'achat et il n'y a pas augmentation de la consommation. C'est donc que, pour des raisons diverses, les Français et les Françaises, à l'heure actuelle, sont tournés davantage vers l'épargne et vers la prudence plutôt que vers la dépense. Jusqu'ici, nous nous en sommes félicités, parce que ça a évité certainement à la hausse des prix de devenir excessive, et ça a permis à l'économie française, et en particulier à l'économie, aux industries d'équipement, de se développer davantage. Il est possible que vienne l'heure d'un changement. Je peux vous dire que je suis ces questions avec le plus grand soin et que je ne suis pas le seul. Le Premier ministre et le ministre de l'Économie et des Finances aussi. Je m'en entretenais d'ailleurs encore hier avec M. Giscard d'Estaing. Et il est possible que nous soyons amenés dans les prochains mois, à l'automne notamment, de prendre un certain nombre de mesures. Mais pour l'instant, nous ne pensons pas que la situation soit telle qu'il faille intervenir. Alain Vernet, Le Figaro. Vous, le gouvernement, et vous essayez de faire de la France une zone de prix modérée et, d'autre part, de poursuivre une politique d'expansion. Dans cette conjoncture, qu'est-ce que vous pensez qui est le plus dangereux, une récession venant de l'autre côté de l'Atlantique ou bien, au contraire, une inflation persistante? Vous m'excuserez, Monsieur Vernet, si je vous dis que je trouve votre question est un petit peu obscure, ou plutôt qu'il me semble qu'il y a deux questions en une. Si vous voulez me demander si je considère la récession comme plus dangereuse que l'inflation ou l'inverse, je vous dirai simplement ceci. La récession est un mal, l'inflation en est un autre. Je ne sais pas quel est le pire, mais je suis sûr que la France ne supporte pas la récession. Si vous voulez me parler des conséquences que peut avoir l'économie américaine sur l'économie européenne et en particulier sur l'économie française, je vous dirai qu'en effet c'est très important, que l'inflation ou la récession américaine ne peut pas ne pas avoir une influence sur la situation française, et c'est pourquoi je suis de près également la situation de l'économie américaine. De ce point de vue-là, j'ai noté que, pour la première fois, c'est récemment, la balance commerciale américaine s'est sensiblement améliorée. Au premier trimestre, la situation économique américaine était une situation de légère récession. D'après ce que je crois savoir, les statistiques qui vont être publiées indiquent qu'au second trimestre, l'activité a repris. D'ailleurs, l'administration américaine prend à l'heure actuelle des mesures pour atténuer les effets des mesures qui avaient été prises par l'administration Johnson et maintenues par M. Nixon pour freiner l'inflation. Pour toutes ces raisons, j'ai l'impression, mais ce n'est qu'une impression, que nous n'aurons pas, venant d'outre-Atlantique, une influence de récession. Peut-être même pourrions-nous plutôt craindre que ce soit une influence inflationniste. Monsieur ou madame. Le Grand Crugel, agence Agrapin. Oh, pardon. Madame, je vous en prie. Lucille Augeroux, Le Peuple, Bruxelles. Monsieur le Président, dans une tribune dans une radio périphérique, à propos du rapport de la Cour des comptes, il a été dit, et j'en ai été surprise, que les seules sanctions prises contre les fonctionnaires responsables étaient des sanctions administratives consistant généralement en mutation, lesquelles
correspondait parfois à un avancement. Je voudrais savoir si ce sont les seules mesures que compte prendre le gouvernement pour empêcher le retour de ces anomalies. Je suis heureux, madame, que la Belgique se préoccupe des sanctions que nous pouvons être amenés à prendre contre les fonctionnaires français. C'est la preuve des liens étroits qui unissent nos deux pays. Je vous propose une chose, c'est que chaque fois que le gouvernement belge sanctionnera un fonctionnaire belge, il va bien me le faire savoir pour que j'essaie de maintenir la parité. Monsieur. Pierre Legrand-Crugel, agence Agra-Presse. Monsieur le Président, l'exemple récent de Nancy nous a prouvé qu'on pouvait mobiliser l'opinion pour l'équipement d'une grande métropole. Pour l'agriculture, c'est généralement beaucoup plus difficile, sinon l'inverse. Or, avec son environnement rural, elle intéresse directement un Français sur 3 au moins. Vous avez dit à Strasbourg que l'agriculture devait contribuer à créer une puissance économique française. Comptez-vous engager votre autorité pour que les agriculteurs et les ruraux puissent être associés à un grand dessein dans l'ensemble de l'économie française? Le grand dessein des agriculteurs, c'est de nous donner une agriculture puissante et prospère. Ils l'ont entrepris grâce au ciel. Ils ont toujours eu mon soutien et ils l'auront toujours. Et dussé-je être le seul, même à l'échelle européenne, je soutiendrai que l'agriculture est pour la France une richesse fondamentale. De même que je soutiendrai que l'exploitation familiale doit rester la base de notre agriculture dans la plus grande partie de notre territoire. Voilà ma conviction et par conséquent, j'espère que vous aurez satisfaction et que l'opinion des agriculteurs sera rassurée, au moins en ce qui concerne la pensée du chef de l'État. Monsieur. Roland Faure-Laurent. Monsieur le Président, vous avez à plusieurs reprises exprimé votre sollicitude à l'égard des rapatriés d'Algérie. Or, le Parlement vient de voter une loi d'indemnisation qui ne semble pas satisfaire les intéressés. Pourrais-je vous demander, Monsieur le Président, ce que vous pensez de cette loi? Monsieur, je n'ai jamais vu une loi qui satisfasse les intéressés. Lorsque je me suis présenté au suffrage du peuple français, j'ai de moi-même soulevé ce problème des rapatriés. J'ai d'ailleurs rencontré un certain nombre de leurs représentants et j'ai écrit, je crois, je leur ai écrit que mon intention était de faire voter une loi qui prévoirait un mécanisme d'indemnisation qui devrait s'adresser par priorité aux plus humbles, aux plus pauvres, aux plus modestes. Et j'indiquais qu'il me paraissait possible que la collectivité nationale consentit pour cette indemnisation un sacrifice annuel de 500 millions. 500 millions, c'est-à-dire, bien entendu, 50 milliards d'anciens francs. C'est exactement ce qui se trouve dans cette loi. Je ne prétends pas que ce soit parfait, mais je crois que cela représente déjà un assez gros effort de solidarité nationale en faveur d'une catégorie de Français qui a souffert dans sa chair et dans son sang, qui méritait cet effort, mais qui ne peut pas espérer l'impossible. 50 milliards par an pendant peut-être 15 ans, peut-être plus, d'ores et déjà, c'est un engagement de l'ordre de 750 milliards d'anciens francs en faveur des rapatriés d'Algérie. Eh bien, messieurs, une dernière question dans ce domaine et nous passerons à la politique. Dumortier-Noreclair. Ma question précisément empiète peut-être sur la seconde partie. Vous avez évoqué à Strasbourg, Monsieur le Président, le problème de la déconcentration, du rôle des assemblées municipales ou départementales et de la réforme des finances locales.
vous n'avez pas parlé de la réforme des régions, du problème des assemblées élues au suffrage universel. Est-ce que cela veut dire que la réforme communale est devenue un préalable de la réforme régionale? C'est en effet un peu une transition. La France est un vieux pays. Et je crois que quand on veut le réformer, il faut d'abord partir des réalités de ce qui existe. Je crois qu'à l'heure actuelle, ce qui est le plus désagréable, ou ressenti comme le plus désagréable, à l'échelon local et régional, c'est une certaine emprise administrative qui fait que toutes les décisions remontent à Paris, que tout le monde est soumis à une tutelle qu'il juge insupportable et à des contrôles a priori qu'il trouve paralysants. C'est pourquoi je considère qu'en dehors du problème de la régionalisation, donc, comme pour tous les mots en sion, je voudrais savoir exactement ce qu'on met dedans. En dehors de ce problème, il y a des réformes qui s'imposent. Si je prends les villes, les communes, elles sont soumises à une tutelle extrêmement étroite. Elles sont soumises à un contrôle financier a priori qui retarde toute décision, toute entreprise, et souvent finit par l'interdire. Je pense donc qu'il convient d'abord de revoir ce problème de la tutelle et du contrôle. Je pense donc qu'il convient d'abord de répartir mieux les charges et par conséquent les ressources entre l'État et les communes, et qu'il y a une réforme des finances locales qui s'impose. Je pense aussi d'ailleurs que des problèmes du même ordre se trouvent à l'échelle du département, et qu'en bien des cas, le préfet comme représentant de l'administration et le conseil général comme représentant de la population seraient en mesure, l'un avec l'autre, de prendre de très nombreuses décisions dans un grand nombre de domaines, alors qu'à l'heure actuelle, là aussi, ils sont soumis à l'intervention des bureaux parisiens. Libérer nos villes, nos départements, nos régions aussi, de tout ce qu'il y a d'excessif dans cette tutelle, de tout ce qu'il y a d'écrasant dans cette emprise administrative, voilà la tâche la plus importante à mes yeux à l'heure actuelle. Je sais d'ailleurs que le Premier ministre a fait entreprendre des études dans tous ces domaines, mais je sais aussi, et je lui dis, que l'heure des études doit maintenant céder la place à l'heure de l'action. Il faut que l'État se réforme lui-même. Il faut que nous nous dégagions d'une emprise administrative qui est devenue écrasante au fur et à mesure que les responsabilités de l'État se sont étendues, et il faut que nous créions véritablement l'habitude de la démocratie locale. Voilà, à mes yeux, ce qu'il y a de plus important pour l'année ou les 2 années qui viennent, et ce que nous entreprendrons, je l'espère, dès la rentrée. Monsieur le Président de la République. Je vous demande pardon, mais puisque vous avez le micro, gardez-le. Virieux, ORTF, Information Première. Monsieur le Président de la République, supposons que l'opposition se structure comme vous l'avez souhaité à Strasbourg. Supposons qu'elle se structure au point de devenir majoritaire lors des élections législatives de 1973. Pourriez-vous envisager de choisir un Premier ministre ailleurs que dans la majorité qui vous a soutenu au cours de la dernière élection présidentielle? Monsieur, ne faites pas des plans sur la comète. D'abord, il n'y a pas qu'une opposition. Il y en a pour l'instant plusieurs. Il y en a qui sont structurés, il y en a d'autres qui ne le sont pas,
Ça n'est pas à moi à leur donner la recette pour se structurer. Je ne suis pas conseil en structuration d'opposition. Je ne suis pas, d'autre part, à la veille d'élections législatives. Pour l'instant, j'ai été élu par la majorité des Français. J'ai choisi un Premier ministre et on a fait un gouvernement à l'image de la majorité qui m'avait élu. Si la situation se transformait, si la situation devait devenir réellement différente, eh bien alors j'aviserai. La Constitution me fournit d'ailleurs, fournit au chef de l'État plusieurs modes de sortie de ces difficultés. On peut imaginer, en effet, de prendre un Premier ministre en dehors de la majorité antérieure ou sur les bords de cette majorité ou dans la partie de cette majorité qui, mon Dieu, a un œil dedans et un dehors. On peut imaginer aussi de dissoudre cette Assemblée. On peut imaginer bien des choses. Nous avons une Constitution que beaucoup trouvent bâtarde et qui est en réalité très souple et qui laisse au chef de l'État beaucoup de possibilités pour sortir des crises. Pour l'instant, si vous le permettez, il n'y a pas de crise en vue, donc j'essaierai de dormir tranquille et d'oublier votre question. Monsieur Ferniaud. Jean Ferniaud, RTL, France Soir. Monsieur le Président de la République, vous avez été Premier ministre pendant 6 ans, vous êtes président depuis une année, vous avez pu apprécier les différences entre ces deux fonctions. Pouvez-vous, au fruit de cette expérience, nous dire quelle est la date normale, convenable, moyenne, de durée d'un Premier ministre? Je ne suis pas tout à fait sûr que votre question soit très convenable. Je ne suis pas tout à fait sûr, d'autre part, de pouvoir y donner une réponse. Car là aussi, je suis pris entre la continuité et l'ouverture. La continuité, ça serait de garder le même Premier ministre pendant 6 ans et demi, comme l'a fait le général de Gaulle en ce qui me concerne. L'ouverture, ça serait, comme certains le souhaitent, d'en changer tous les 6 mois, de façon à nous redonner cette vie politique active, comme on dit, n'est-ce pas, qui faisait la joie des commentateurs. Je tâcherai de trouver un moyen terme. Monsieur Bassy. Pierre Rouanet, Le Nouvel Observateur. Monsieur le Président, je voulais me permettre de solliciter une réponse un peu personnelle. Est-ce que vous êtes, au bout d'un an, content du gouvernement que vous avez choisi? Comment pourrais-je en être mécontent? Georges Altschuler, Europe numéro 1. Il y a un an, Monsieur le Président, vous avez été élu par une majorité de Français et de Françaises qui avaient vu en vous à la fois l'homme de la continuité et l'homme de l'ouverture. Un an a passé. N'avez-vous pas le sentiment que dans cette majorité nationale, votre majorité, il y a quelques remous et je dirais même de la déception? Certaines consultations électorales nous l'ont démontré. Et ne croyez-vous pas que cette déception serait due au fait qu'il n'y a pas eu assez de changements? J'ai quelques échos de ce que vous dites, en vous écoutant ou en vous lisant notamment. Il m'apparaît quelquefois que si dans la majorité il y a des mécontentements, c'est plutôt parce qu'on trouve qu'il y a eu trop de changements. D'autres peut-être trouvent le contraire. J'en reviens à ce que je disais tout à l'heure à M. Ferniaud. La vie politique prend évidemment beaucoup de sel à partir du moment où il y a des crises. Mais que voulez-vous? L'intérêt national n'est pas qu'il y ait des crises.
À partir du moment où le gouvernement que j'ai nommé dispose à l'Assemblée nationale d'une majorité très large, il n'y a aucun espoir qu'il soit renversé. Dès lors, comme l'a dit un commentateur avisé, l'Assemblée se consacre fort bien à son travail législatif, mais renonce quelque peu à son rôle politique, ce qui veut dire renonce à mettre en cause la responsabilité du gouvernement. Dès lors aussi, on cherche où il pourrait y avoir motif de crise. Ça peut se trouver à l'intérieur de la majorité, où il y a toujours des divergences, dans toutes les majorités, surtout quand elles sont nombreuses. Ça peut se trouver entre le chef de l'État et son Premier ministre. Eh bien, rassurez-vous, il n'y a pas de risque de crise entre le chef de l'État et son Premier ministre. Et quant à la majorité, dans la mesure même où elle est très nombreuse, comment n'y aurait-il pas divergence d'opinion, d'autant plus qu'elle s'exprime avec la plus entière liberté, puisque ça n'a pas de conséquences. Mais, croyez-le bien, s'il y avait péril, eh bien, cette majorité se ressoudrait, j'en suis convaincu. Monsieur Maffay. Il y a eu Serge Maffay de France Soir. Monsieur le Président, il y a eu dimanche une élection à Nancy. Est-ce que cette élection vous a fait faire quelques réflexions? Il était une fois un député de Meurthe-et-Moselle qui s'appelait Souchal. Je tiens à dire que j'ai pour lui estime et amitié, bien qu'il m'ait donné quelques soucis quand j'étais Premier ministre. Un jour, pour protester contre une décision gouvernementale qui lésait, pensait-il, les intérêts de Nancy, il a démissionné. Et il a été battu. C'était dans la logique, car lorsque des électeurs veulent manifester leur mécontentement au gouvernement, eh bien, ils choisissent plutôt un candidat opposant plutôt qu'un candidat de la majorité, fût-il contestataire. Et d'ailleurs, depuis 1886, en France, tous les députés qui ont démissionné, qui sont représentés, ont été battus. Alors, il y a Nancy, qui est une grande et admirable ville, et qui s'enorgueillit d'être la capitale traditionnelle de la Lorraine. Et il s'est trouvé qu'il y a bien des années, un gouvernement a décidé de faire de Metz le chef-lieu de la région. De ce jour-là, une plaie a été ouverte qui ne s'est jamais tout à fait refermée. Et au fur et à mesure que les années passaient, au fur et à mesure que les attributions des régions ont été augmentées, que des services étaient créés à Metz, et quelquefois même quittaient Nancy pour Metz, l'irritation grandissait chez les Nancéens et la plaie s'infectait. Il y en a eu des démonstrations à plusieurs reprises. Prenez le référendum du 27 avril 1969. Nancy, qui est une ville fondamentalement gaulliste, a voté contre au référendum. Pourquoi? Parce que c'était un référendum sur la régionalisation et que pour Nancy, régionalisation, ça veut dire primauté de Metz. Après quoi, on a essayé la concertation. Et le maire de Nancy, le maire de Metz, avec les autorités administratives, ont discuté pour répartir les attributions. Et sont arrivés à un accord. Et devant cet accord, les Nancéens se sont révoltés, estimant que leur maire avait capitulé devant le maire de Nancy. De Metz. Et il y a eu crise municipale et élection municipale. Et à cette élection municipale, il y avait une liste conduite par M. Souchal et dont je vous prie d'observer qu'elle a obtenu exactement le même pourcentage de voix qu'en a obtenu M. Souchal lui-même à la dernière élection législative. Alors vous le voyez, tout cela n'est pas tellement nouveau. J'ai répondu un peu
tout à l'heure en ce qui concerne les réflexions que me fait faire cette élection concernant le rôle des collectivités locales et leur rapport avec les administrations centrales. Pour le reste, eh bien, je ne vois pas la politique de la France ni celle de Nancy en forme de bande dessinée, et je ne crois pas qu'on soit amené à débaptiser la place Stanislas. Monsieur le Président, Noël Copin de la Croix, lorsque vous étiez Premier ministre, vous avez répété à plusieurs reprises que le régime de la Ve République était un régime mi-parlementaire, mi-présidentiel, et vous vous réjouissiez de ce dosage et de cet équilibre. Estimez-vous que ce dosage et cet équilibre soient demeurés? Si oui, vous en réjouissez-vous encore? Et sinon, le déplorez-vous? Je n'ai pas changé. Je crois en effet que notre Constitution est à mi-chemin d'un régime proprement présidentiel et d'un régime proprement parlementaire. Je crois que cet équilibre, d'ailleurs difficile, a le mérite de donner au fonctionnement de notre système politique à la fois les possibilités de la fermeté, de la durée et en même temps la souplesse. J'ai entendu ici, comme Premier ministre, le général de Gaulle dire qu'il n'y avait pas de diarchie. Je peux bien dire, comme président de la République, qu'il n'y a pas de diarchie. Mais au total, je crois que le système n'est pas mauvais. Monsieur le Président de la République, Bernard Lefort, Paris Jour. Dans moins de 9 mois maintenant, il y aura des élections municipales. L'élection partielle de Nancy, législative, celle-là dont nous venons de parler, a donné des espérances à certains. Croyez-vous que l'on puisse attribuer la valeur d'un test national aux prochaines élections municipales? Nous avons tous en nous des calculs que nous appelons espérance, a dit Platon. Je ne crois pas que les élections municipales doivent être considérées comme un test national. Quand on vote dans les élections municipales, on vote avant tout pour avoir une bonne administration de sa cité. Et en particulier, dans la plupart de nos communes et de nos villes, on vote pour un maire, et pour un bon maire. Eh bien, il arrive qu'il y a des bons maires qui se disent centristes, par exemple, et qui peuvent être élus ou réélus parce qu'ils sont de bons maires. Ça ne veut pas dire que la nation adhère aux options politiques, d'ailleurs indéfinissables, du centrisme. Il arrive qu'il y a de bons maires qui sont socialistes. Eh bien, ils peuvent être réélus en tant que bons maires, et non pas spécialement parce que la population est avide de nationalisation. Il peut arriver aussi, il arrive, qu'il y ait de bons maires qui soient de la majorité, qui soient réélus comme bons maires, et non pas parce qu'ils sont de la majorité. Et il arrive enfin que dans certains endroits, et en particulier à Paris et dans la région parisienne, forcément, l'élection municipale prenne un tour plus politique et qu'elle mène à un affrontement entre des formations qui s'opposent. Et là, ça prend, en effet, une valeur plus politique et moins spécifiquement municipale ou administrative. Mais au total, en ce qui me concerne, je ne considère pas que les élections municipales doivent être regardées comme des élections politiques. Gérard Badel, Le Parisien libéré. Monsieur le Président, vous avez souligné avec beaucoup de force la nécessité de desserrer l'emprise administrative sur les collectivités locales et régionales. Or, il y a précisément une ville française à laquelle vous venez de faire allusion, c'est notre capitale, qui supporte beaucoup plus que les autres une tutelle administrative. Les élus parisiens de la majorité demandent actuellement que Paris soit doté d'une autonomie de gestion comparable aux autres villes de France. Est-ce que vous souhaitez que les Parisiens puissent élire un maire, un bon maire, en tout cas un vrai maire?
je crois souhaitable d'alléger et de simplifier les modalités de la tutelle sur l'administration parisienne. Je crois qu'à Paris comme ailleurs, les élus municipaux, le Conseil de Paris, doivent avoir plus de liberté et plus de possibilités d'action. Quant au problème du maire de Paris, c'est une autre affaire. Paris n'est pas seulement Paris, c'est aussi la capitale de la France, et par conséquent, cela pose pour le gouvernement et pour l'État une question de toute première importance et qu'on ne peut pas résoudre, à mon avis, aussi simplement que pour toute autre ville de France. Claude Gleeman, Combat. Plusieurs incidents survenus récemment, sanctions prises contre des réalisateurs d'une émission de variété, pression exercée par une catégorie socio-professionnelle contre la diffusion d'une séquence télévisée, conflits à propos du film Les Cadets de Saumur, démission du réalisateur de Panorama, traduisent un malaise à la télévision et la relativité ou la fragilité de ce qu'il est convenu d'appeler la libéralisation de l'ORTF. Quel est votre sentiment à ce sujet en tant que premier téléspectateur de France et en tant que président, quel bilan faites-vous d'une année de télévision? Ces incidents vous paraissent-ils normaux? Si vous les déplorez, comment envisagez-vous qu'ils ne se renouvellent plus? Quelle garantie pourrait offrir à cet égard le prochain statut de l'ORTF? Contrairement à ce que vous croyez, je suis très loin d'être le premier téléspectateur de France. D'abord parce que mes horaires de travail me permettent très difficilement de regarder la télévision. Et puis, d'une façon générale, et cela depuis bien des années, je tiens à ménager mon équilibre nerveux. Néanmoins, je m'intéresse à la télévision, croyez-le bien. Et depuis que je m'y intéresse, je n'entends parler que d'incidents. Rien ne va jamais à la télévision. Il y avait un ministre de l'Information, on disait que c'était un dictateur et qu'il imposait aux journalistes de la télévision des règles et une tutelle inadmissible. Le Premier ministre a jugé utile de supprimer ce ministre de l'Information. Il paraît, si je vous crois, que c'est pareil. Faut-il en conclure, n'est-ce pas, que l'autogestion est aussi néfaste et aussi dictatoriale que la gestion ministérielle? En tout cas, nous n'avons jamais trouvé en France parfaitement l'équilibre de notre information. C'est peut-être dû au gouvernement, c'est peut-être dû aussi aux journalistes. Pour moi, je vous dirais que je considère que l'information, sous toutes ses formes, à l'ORTF, doit être libre, doit être indépendante, doit être impartiale. Et je compte d'ailleurs que le rapport que M. Paille a déposé au nom de sa commission nous permettra de trouver des formules, sinon idéales, tout au moins meilleures peut-être que celles que nous avons eues jusqu'ici. Mais j'ajoute autre chose, à l'usage en particulier de ceux qui sont ici et qui travaillent à l'ORTF. Être journaliste à l'ORTF, ça n'est pas la même chose que d'être journaliste ailleurs. L'ORTF, qu'on le veuille ou non, c'est la voix de la France. C'est considéré comme tel à l'étranger. Et c'est considéré comme tel par le public, qui, quand on lui dit quelque chose, quand on lui fait remarquer quelque chose, répond « Mais c'est pas vrai, ils l'ont dit à la télé. Ils l'ont dit à la télé. » Et par conséquent, ceux qui parlent à la télévision ou à France Inter, ils parlent un peu au nom de la France. Et il y a une certaine hauteur de ton qui est la chose que, pour ma part, je leur demande. Et ceux qui m'ont suivi depuis que je suis au gouvernement se rappelleront que dès 1962, je crois, j'ai réuni les journalistes et les représentants de l'ORTF et que je leur ai dit exactement la même chose. Je ne vous demande pas de faire l'éloge du gouvernement.
Je ne vous demande pas de faire parler à tout propos les ministres. Il n'y a d'ailleurs, je le sais bien, rien de plus ennuyeux pour les téléspectateurs. Ce que je vous demande, c'est de vous rappeler que quand vous parlez, vous ne parlez pas qu'en votre nom, et que vous le vouliez ou non, vous engagez la France, et qu'il y a une certaine hauteur de ton et de pensée qui vous est réclamée. C'est très difficile, c'est plus difficile que d'être ailleurs. Je le reconnais. Roger Gicquel, France Inter. Monsieur le Président, vous allez parler tout à l'heure du contenu des mots en sion. Qu'y a-t-il pour vous en 1970, dans le mot participation? Écoutez, je crois que je l'ai dit à Strasbourg, je crois que je l'ai dit longuement dans ma dernière conférence de presse précisément. Je voudrais ne pas être amené à me répéter éternellement et dire simplement que pour moi, ce que j'appelle la participation dans tous les domaines, c'est en fin de compte le respect de la dignité de l'homme et la reconnaissance de son droit aux responsabilités. Alors on peut tirer de ça n'importe quoi, tout est le reste, le pire et le meilleur, cela dépend des hommes. Mais ce qu'il y a de bien certain, c'est que si on ne veut pas reconnaître ce besoin qui est dans tous les hommes, eh bien, forcément, et tôt ou tard, notre société craquera. Jean-Michel Royer, Radio Monte-Carlo et l'actualité. Un autre mot en sion, élection. Aux prochaines élections municipales, Monsieur le Président, il y aura de nouveaux électeurs de moins de 21 ans. Pour la première fois, les gens qui auront accompli leur service militaire voteront. Pensez-vous qu'il faille aller plus loin et aller jusqu'au vote à 18 ou à 19 ans? Nous avons fait un premier pas en liant le droit de vote à l'accomplissement d'un certain devoir national et qui donne par conséquent droit à participer aux responsabilités. Faut-il aller plus loin? Je ne suis pas contre, a priori. Ça dépend aussi de ce que désirent les gens. Si vraiment les Français, les jeunes Français désirent voter, il est probable que un jour ou l'autre, et peut-être bientôt, on pourra leur donner le droit de vote plus tôt. Mais de toute manière, il faut bien qu'il y ait un moment où l'on a le droit de vote et un moment où on, n'est-ce pas, où on ne l'a pas encore. Alors, là où on met la barre, n'importe pas tellement. Quand nous avons dit que ceux qui avaient fait leur service militaire auraient le droit de vote, c'était moins ce n'était pas parce qu'ils auraient moins de 21 ans, c'est parce que, je le répète, ayant accompli leur service, ayant servi la nation, eh bien, ils avaient le droit de donner leur avis sur la conduite de cette nation. André-Albert Laurore, vous avez parlé tout à l'heure, Monsieur le Président, de la large majorité qui soutenait le gouvernement. Cette majorité est apparemment plus large que celle qui vous a envoyé siéger à l'Élysée. Cette constatation vous satisfait-elle? Correspond-elle chez vous à un vœu ou, pour parler le langage de Platon, à une espérance? De toute manière, elle est derrière moi, cette espérance. Mais je ne vois aucun inconvénient à ce que la majorité parlementaire soit plus large que la majorité présidentielle. Ce qui serait fâcheux, c'est que cette majorité parlementaire se rétrécit suffisamment pour devenir une minorité. Monsieur le Président, je ne voudrais pas vous poser une question embarrassante en vous demandant s'il y a aussi de bonnes municipalités communistes. Je voudrais simplement revenir sur la première question qui vous a été posée et à laquelle, me semble-t-il, vous avez donné une réponse ambiguë, du moins me le semble-t-il. Faut-il comprendre de ce que vous avez dit que si la politique actuelle était désavouée clairement par le suffrage universel, par une opposition structurée, vous utiliseriez, comme vous l'avez dit, toute la souplesse de la Constitution pour essayer d'empêcher l'expression de la volonté de la nation du suffrage universel? Monsieur, je vous satisferai en vous disant qu'il y a probablement de bons maires communistes. Mais, quant à votre deuxième question, je n'ai point dit que j'utiliserais la souplesse des institutions pour aller contre la volonté du suffrage universel.
Je dis simplement que, en mettant les choses, si je puis dire, à l'extrême, si à un moment donné, il y avait contradiction évidente, brutale, entre deux manifestations de la volonté nationale, l'une qui est l'élection du président de la République, l'autre l'élection d'une assemblée, eh bien évidemment, il faudrait que le pays soit appelé à choisir et à dire à laquelle de ces deux manifestations il donne la plus grande importance. Monsieur le Président de la République, Pierre Charpy, Paris Presse. Tout à l'heure, vous avez renoncé à donner des conseils à l'opposition pour se structurer, mais samedi, à Strasbourg, vous avez quand même décrit une opposition structurée avec ses cadres, sa doctrine, en souhaitant qu'elle puisse devenir, je crois, l'aiguillon de la majorité. Est-ce que, à votre avis, le Parti communiste, tel qu'il est actuellement, peut jouer ce rôle dans une opposition structurée? Le Parti communiste est certainement structuré. Si on a un reproche à lui faire, ça n'est pas de manquer de structure. Le Parti communiste a certainement une idéologie. Je crois qu'il n'en fait pas mystère. Et quant à être un aiguillon, il est quelquefois piquant. Monsieur le Président, Jean Daniel de l'Observateur. Je demande pardon, de l'Observateur. Je voudrais vous demander quelle est votre réaction quand vous voyez chaque jour dans les journaux non subversifs, voire gouvernementaux, la liste de ce que les nécessités dites du maintien de l'ordre conduisent à des répressions, des détentions, des mauvais traitements au détriment de citoyens innocents. Tout dépend de la conception qu'on a de l'innocence. Je ne crois franchement pas que nos prisons soient pleines d'innocents. La liberté qui capitule et le pouvoir qui se dégrade n'obtient point merci de ses ennemis. C'est Chateaubriand qui l'a dit. Henry Gallagher, New York Times. Monsieur le Président de la République, si je peux me permettre de faire la transition entre la politique intérieure et la politique étrangère, la France, le 1er avril, a proposé qu'il y ait une consultation générale sur l'Indochine. Pensez-vous, Monsieur le Président, que 3 mois après, étant donné la situation qui règne là-bas, que cette proposition reste valable ou est-ce qu'elle est enterrée? Notre proposition reste valable, et je dirais elle restera éternellement. Car comment voulez-vous qu'on puisse espérer mettre fin à la guerre d'Indochine autrement qu'en parlant? Et autrement qu'en parlant autour d'une table où seront représentés tous ceux qui ont le droit d'y être représentés. Ce qui veut dire non seulement les pays en guerre, mais tous ceux qui, directement ou indirectement, et pour des raisons diverses, sont intéressés à la solution du problème indochinois. Et je le précise, parce que ça veut dire également, vous le comprenez bien, la Chine. Monsieur le Président, Zygmunt Broniarek, Tribunalul de Varsovie. Monsieur le Président, vous avez dit en substance à Strasbourg que l'Europe ne se fera qu'en développant les relations avec les pays de l'Est européen. Et maintenant, Monsieur le Président, je crois qu'avec les grandes transformations dont l'objet est l'euro et le marché commun, la question principale est la suivante. Dans quelle mesure la France veut faire sentir son influence pour que la politique que vous menez, Monsieur le Président, avec beaucoup de fermeté, et si j'ose le dire, avec beaucoup d'élégance, soit poursuivie par les autres partenaires du marché commun élargi? Si je comprends bien
votre question, monsieur, vous voulez savoir si le développement du marché commun peut aller de pair avec le renforcement des liens entre l'Europe de l'Ouest et l'Europe de l'Est. Ce que j'ai dit à Strasbourg, c'est que précisément, là est non seulement mon souhait, mais la condition même pour que cette Europe de l'Ouest puisse progresser sur la voie de son unité. Car si l'Europe de l'Ouest devait être un bloc fermé sur elle-même et tournant le dos à l'Europe de l'Est, non seulement aucun progrès n'aurait été fait, mais nous en reviendrions au pire moment de la guerre froide et du rideau de fer, comme on disait à l'époque. Or, toute la politique de la France est pour faire tomber ce rideau, toute la politique de la France est pour établir entre l'Est et l'Ouest, entre tous les pays de l'Ouest et tous les pays de l'Est, le maximum de relations, le maximum de coopération, le maximum d'entente dans tous les domaines. Et c'est pourquoi l'Europe, ai-je dit, ne se fera que dans ces conditions, parce que si elle ne devait pas se faire dans ces conditions, la France refuserait de la faire. Monsieur le Président, Bernard Redmond, Westinghouse Broadcasting Company des États-Unis. En dehors de cette conférence plus large dont vous avez parlé, Monsieur le Président, à votre avis, quelles sont les perspectives de la conférence de Paris sur le Vietnam et les perspectives de la paix en Indochine en général après les déclarations du président Nixon? Il y a un point dont je me félicite. C'est de la nomination de M. David Bruce pour diriger la délégation américaine à la conférence de Paris. Et je souhaite que cette conférence de Paris, que la France a été heureuse d'accueillir, que cette conférence y retrouve vie. Et par conséquent, que cela ouvre la voie ou les perspectives d'un règlement négocié. Ceci étant dit, il n'y a pas, dans les déclarations du président Nixon, que des raisons de se réjouir. Je ne peux pas le dissimuler. Et je ne peux pas ne pas répéter ce que j'ai d'ailleurs dit au Congrès des États-Unis, à savoir qu'il n'y aura de perspective de paix en Indochine que le jour où les États-Unis auront pris d'eux-mêmes et volontairement la ferme résolution d'évacuer l'Indochine. Là est la base de tout. Et à partir de là, on peut espérer que toutes les interventions et toutes les immixtions de toute espèce cesseront et que chacun de ces malheureux États de l'Indochine retrouvera la possibilité de la vie, de la paix, de l'indépendance et, je le souhaite, de la neutralité. Et puisque tout le monde fait des appels, si j'avais à en faire un, eh bien moi je dirais pitié pour le peuple sud-vietnamien, pitié pour le peuple nord-vietnamien, pitié pour le peuple cambodgien, pitié pour le peuple Lao, pitié peut-être demain pour le peuple thaï, et qu'on cesse de faire de ces malheureuses populations l'enjeu et la victime de rivalités qui les dépassent et qui même ne les concernent pas. Voilà la politique de la France. Monsieur le Président, estimez-vous que la politique du chancelier Brandt peut faciliter la construction d'une Europe telle que vous la définissiez à Strasbourg? Si je croyais le contraire, Madame, les entretiens que j'aurai demain avec le chancelier Brandt risqueraient d'être difficiles. Mais je crois profondément que la politique de rapprochement avec l'Est qu'a entreprise le chancelier Brandt est dans l'intérêt général de l'Europe de l'Ouest, de l'Europe de l'Est et de l'Europe tout entière. Je le crois. Il va de soi que je lis partout que la France redoute la puissance économique allemande. Et bien entendu, les nations sont comme tout le monde, et l'on préfère avoir des voisins moins grands que des voisins trop grands. Mais nous ne nous inquiétons nullement de la puissance économique allemande. Et je dirais même
que nous préférons que ce soit la forme moderne de la puissance allemande. Ce qui est important pour nous, c'est de faire que notre propre puissance économique nous permette de tenir notre place dans cette Europe, nous permette de faire face à cette concurrence. Et la puissance économique allemande doit être pour nous un aiguillon et non pas une terreur. Anthony Mann, The Daily Telegraph. Dans le cas où, après de longues négociations, le gouvernement britannique se trouverait dans l'impossibilité d'accepter intégralement les mécanismes financiers du marché commun, seriez-vous en faveur d'un compromis ou estimez-vous que dans ce cas, il serait nécessaire d'écarter la candidature britannique? C'est une question qui pèsera sur nous pendant longtemps et pendant toute la durée des négociations. Et si je vous comprends bien, il s'agit de savoir si on peut avoir un pied dedans et un pied dehors. Ben non, je ne le crois pas. Je ne le crois pas. Il faut être dedans ou il faut être dehors. Ceci étant dit, même quand on est dehors, il peut y avoir des possibilités d'accommodement. Mais nous n'en sommes pas là. La conversation s'ouvre. Nous avons dit à La Haye que nous étions prêts à cette ouverture et que nous étions prêts à participer positivement aux négociations. Ça sera l'attitude du gouvernement français tout au long de la négociation, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'il fasse tous les pas en avant. Monsieur Harold King. Monsieur le Président. Harold King, Toronto Telegram. C'est un journal très sérieux. Le Premier ministre de la Grande-Bretagne, M. Edward Heath, a dit il y a déjà 3 ans qu'il croyait possible et désirable qu'il y ait une collaboration franco-anglaise entre les forces nucléaires des 2 pays pour la défense ou pour la mettre à la disposition de la défense de l'Europe. Je me suis renseigné, il est toujours de cet avis. Quel est le vôtre? Tout est dans la manière, M. Harold King. Qu'il puisse y avoir des accords en matière nucléaire entre la France et la Grande-Bretagne, c'est en effet possible, c'est même probablement souhaitable, mais il y a des limites qu'il ne faut pas espérer nous faire franchir par cet appât. Et en particulier, on ne nous fera pas rentrer dans l'OTAN. Gilles Kessaré du Maariv de Tel Aviv. Et lors de votre conférence de presse le 10 juillet, vous avez parlé de l'éventualité d'un retour à l'embargo sélectif en ce qui concerne Israël. 1 an après, et prenant en considération la présence soviétique au Moyen-Orient, qu'en est-il? Monsieur, depuis 1 an, en effet, il ne se passe pas de jour ni de semaine où quelqu'un ne dise ou ne se demande si notre politique en matière d'embargo se modifie, va se modifier, s'est modifiée. Et les questionneurs et les informateurs sont infatigables. Ils me font penser à ces gens qui appellent éternellement le même numéro de téléphone et qui ne sont pas découragés parce que le disque leur répond « Il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez demandé ». Eh bien, monsieur, il n'y a pas d'abonné au numéro que vous avez demandé. De la rue de François. Je me permettrai cependant de poser une question plus générale au sujet de la situation créée en Méditerranée. Il semble bien tout de même que depuis 1 an, la situation stratégique en Méditerranée a été assez fortement modifiée, d'abord par la présence consignalée de forces accrues soviétiques en Égypte, mais également la France a fait savoir qu'elle a une politique méditerranéenne qu'elle va suivre activement. Que pouvez-vous nous dire là-dessus, Monsieur le Président? La politique méditerranéenne de la France ne consiste pas à menacer la paix en Méditerranée, je peux vous le garantir. Ce que nous appelons politique méditerranéenne, ça consiste à entretenir
des relations les meilleures possibles, les plus étroites possibles avec tous nos voisins méditerranéens, sans exception, et par priorité avec les plus proches, soit par la géographie, soit par l'histoire, mais avec tous. Quant à l'équilibre des forces dont vous parlez, et dont il est en question, eh bien, à nos yeux, il n'y a qu'une manière de rétablir cet équilibre des forces, c'est de faire la paix. Une fois encore, nous ne cessons de le répéter, il faut faire la paix au Moyen-Orient. Certains jours, on espère, et le lendemain, on désespère. Mais il faudra bien y arriver, faute de quoi, effectivement, l'équilibre des forces ne cessera de se dégrader. Et en particulier, et quoi qu'on fasse, il ne cessera de se dégrader au détriment d'Israël. C'est pourquoi c'est de l'intérêt d'Israël plus que de personne d'autre d'aboutir à un règlement de paix, d'accepter un règlement de paix. Et tous les efforts que nous faisons, sans grand succès jusqu'ici, en particulier au sein de la conférence des quatre, tendent à ce but, faire la paix. Paul Balta, Paris Presse. Monsieur le Président, quelles sont à votre avis les conditions indispensables de parvenir à un tel règlement et quelles sont les chances d'y aboutir? Les chances, je le répète, mon opinion sur ce point varie sans cesse. Peut-être en ce moment sont-elles un peu meilleures qu'il y a un mois ou deux. Quant aux modalités du règlement, je me garderai bien de les donner. Il n'y a pas de plan de règlement français et il ne doit pas y avoir de plan de règlement américain et il ne doit pas y avoir de plan de règlement soviétique. Il faut, puisque eux seuls peuvent le faire, que les quatre présentent un plan de règlement commun, car seul un plan de règlement commun pourra être accepté par les uns et par les autres. Et tout plan présenté isolément par une nation est automatiquement suspect à l'une des parties en présence. Mais sur les données générales, vous connaissez notre position, elle résulte du vote du Conseil de sécurité, de la résolution du Conseil de sécurité. Il est évident que les modalités sont très importantes. Sur ces modalités, nous avons notre opinion, nous la défendons au sein de la concertation à quatre, bien entendu, mais nous préférons ne pas la rendre publique. Je le répète, nous ne cherchons pas dans cette affaire un succès de prestige, nous cherchons purement et simplement à rétablir la paix, je le dis une fois de plus, mais c'est un mot qu'on ne répète jamais assez dans le monde actuel. De la rue de François. Monsieur le Président, vous avez fait allusion tout à l'heure aux difficultés du système monétaire international. La France compte-t-elle prendre des initiatives pour contribuer à les résorber? La difficulté fondamentale du système monétaire international vient de ce que, dans la pratique, le dollar est devenu étalon et de ce que ce dollar n'a pas une valeur stable du fait d'une certaine inflation américaine et d'un certain déséquilibre de la balance des paiements américaine. Tout ça est évident, tout ça est connu. À partir de ce moment-là, que pouvons-nous faire? Il n'est pas question, bien entendu, de faire ce qu'on appelle la guerre au dollar, car une crise du dollar serait une catastrophe pour tous les pays d'économie libérale. Ce qu'il faut, c'est d'une part que le gouvernement américain prenne toutes les mesures nécessaires pour rétablir les bases de sa position, pour rendre le dollar réellement stable. Et ce qu'il faut d'autre part, c'est que les nations européennes, à commencer par la France, essaient ensemble de créer, non pas une monnaie unique, nous en sommes loin, mais un ensemble monétaire, une certaine union monétaire qui fasse
que les pays européens puissent en quelque sorte équilibrer, par leur masse économique, puissent équilibrer le dollar. Nous avons, en ce sens, déposé un certain nombre de propositions, vous le savez, auprès de nos partenaires. On a commencé. Cela veut dire que nous devons nous entendre entre nous, que lorsque l'un d'entre nous, pour une raison ou pour une autre, se trouve en difficulté, il faut que ce soit nos partenaires de la communauté auxquels ils demandent par priorité une aide. Cela veut dire qu'il faut éviter que les marges de fluctuation entre les monnaies européennes puissent s'accroître, même si, à l'échelle internationale, on cherche à favoriser un certain accroissement des marges entre les monnaies. Le fait que les nations européennes refuseraient cette formule pour ce qui les concerne serait déjà leur donnerait une grande force et une certaine unité. Cela veut dire qu'on peut imaginer des plans à moyen terme d'aide mutuelle, de concertation mutuelle, d'harmonisation des politiques monétaires, liées d'ailleurs obligatoirement à une certaine harmonisation des politiques économiques. Il y a un long chemin à parcourir, un très long chemin. Pourquoi s'étonner de ce que le chemin soit long? Il s'est passé 40 ans entre la fondation du Zollverein, c'est-à-dire de l'unité douanière allemande, et l'apparition du mark comme monnaie unique. Et encore après cela, s'est-il passé 60 ans avant que la banque d'émission allemande ait le monopole de l'émission du mark. Vous voyez que nous avons devant nous pas mal de décennies, comme dirait un de vos confrères. Mais je pense que nous pouvons aller plus vite. Simplement, ne nous fixons pas de dates trop rapprochées, faisons nos pas l'un après l'autre, progressons chaque jour, chaque semaine et chaque année. C'est le seul moyen de faire quelque chose plutôt que de dresser des plans sur la comète. Je suis pour ma part persuadé que l'Europe se fait en marchant. Jean-François Duperron. Compte tenu de tous les problèmes européens évoqués, quelles sont, d'après vous, Monsieur le Président, les chances actuellement d'une coopération dans le domaine politique entre les pays européens à l'Ouest? Tout dépend de ce qu'on appelle une coopération politique. Je suis partisan, et nous l'avons d'ailleurs accepté, que les gouvernements se rencontrent, que les ministres des Affaires étrangères se rencontrent, et qu'ils se rencontrent pour parler non pas de leurs problèmes internes, mais de la politique générale et des problèmes de politique générale. Et qu'au cours de ces rencontres, non seulement ils s'informent, mais se consultent, et que chaque fois que c'est possible, on cherche à harmoniser les positions, voire à les unifier. Quant à penser qu'il puisse y avoir demain une politique européenne, il y aura une politique européenne le jour où il y aura à tout le moins une confédération européenne. Et pour ma part, je crois possible et souhaitable de parvenir à une confédération européenne. Mais je crois que le meilleur moyen de la tuer, c'est de vouloir brûler les étapes. À l'heure actuelle, que voyons-nous? Nous voyons la République fédérale préoccupée avant tout des problèmes avec l'Est et des problèmes qui lui viennent de la division allemande. Nous voyons la Grande-Bretagne qui veut entrer dans la communauté, mais qui en même temps garde des relations particulières avec les États-Unis qui ne sont pas en Europe et nous rappelle tous les intérêts qu'elle possède dans le monde entier et notamment dans le Commonwealth. La France elle-même a des intérêts un peu partout dans le monde et des attitudes qui ne sont pas forcément les mêmes que celles de ses partenaires européens. Par conséquent, vouloir du jour au lendemain dire qu'il y aura une union politique, c'est purement illusoire. Il n'y a aucune chance à l'heure actuelle que nous ayons la même politique. Le problème de la coopération, c'est précisément de se rencontrer, de discuter, de s'informer, de se rapprocher pour aboutir un jour à cette politique unique. Et le jour, en effet, où on aurait
une confédération européenne ou quelque chose qui y ressemblerait. Le jour où on aurait une union politique européenne, à coup sûr, l'Europe pèserait d'un grand poids dans le monde. Mais le passé est là, qui est lourd, la géographie est là, qu'on ne peut pas non plus éliminer, et qui n'a pas fait de l'Europe une nation unie au cours des siècles. Il faut donc beaucoup de patience, mais il faut aussi de la foi. Patience et foi, c'est ma devise, si vous voulez. Michel Warhol, combat. Monsieur le Président, compte tenu de la présence à Paris de la conférence, je me permets de revenir au problème de l'Indochine, compte tenu de la présence à Paris de la conférence américano-vietnamienne, compte tenu du fait que la France a aussi des relations, est à peu près le seul pays à avoir des relations avec tous les intéressés, pouvez-vous nous dire quel est actuellement son rôle, puisqu'elle pourrait jouer, semble-t-il, un rôle privilégié entre les différentes parties? Son rôle à l'heure actuelle consiste d'abord, comme vous l'avez dit, à entretenir des relations avec tout le monde. Son rôle consiste ensuite à essayer, partout où elle le peut, de donner des conseils et de se faire entendre. Son rôle consiste enfin à essayer, partout où elle le peut, de protéger les vies et les intérêts, notamment culturels. Nous le faisons par priorité pour les intérêts français, mais nous le faisons partout où nous pouvons pour les intérêts des autres. Et puis, eh bien, nous donnons Paris pour la conférence entre les États-Unis et le Nord-Vietnam et le Sud-Vietnam, et puis nous suggérons que l'on se réunisse à tous et que l'on parle. Tout cela, vous me direz, n'est pas d'une efficacité immédiate. C'est exact. Et nous ne pouvons que le déplorer. Mais tout cela finira bien par peser dans la balance, parce que c'est la voie du bon sens, et que tout de même, s'agissant de la France et de l'Indochine, c'est aussi un peu la voie du cœur. Voilà, messieurs, si vous permettez, encore une question, et puis je crois que j'aurai fait ce que vous attendiez de moi. Monsieur le Président. Yvon Turcot, Radio-Canada, et toute révérence gardée, pas la voix du Canada. Monsieur le Président, vous avez dit au sujet de l'Indochine tout à l'heure que le rôle de la France était précisément d'entretenir des relations avec tout le monde. Est-ce à dire que la France compte continuer d'entretenir des relations avec le gouvernement du prince Sihanouk? Nous entretenons des relations avec le prince Sihanouk. Alors la dernière, messieurs. Monsieur le Président, je voudrais pour la dernière question revenir sur l'affaire du Moyen-Orient, qui est sans nul doute la question actuellement la plus grave et qui, pour des raisons diverses, peut nous toucher aussi directement. Vous avez dit tout à l'heure que votre gouvernement s'employait à maintenir, ou du moins à essayer d'obtenir la paix. Mais la paix, vous l'avez dit vous-même, c'est quelque chose de dur à obtenir. Toutes les parties y sont intéressées, toutes les parties sont responsables. Le président Nixon a déclaré cette nuit que le déséquilibre des forces au Moyen-Orient s'opérant au détriment d'Israël nous conduirait obligatoirement à une guerre. M. Maurice Schuman, à différentes reprises, a déclaré que la position du gouvernement français pouvait évoluer suivant les circonstances. Est-ce que vous ne pensez pas, vous aussi, que le fait de voir l'équilibre se détériorer au détriment d'Israël, c'est-à-dire les menaces se préciser, est-ce que vous ne pensez pas que cela aussi pourrait être un événement grave, pouvant conduire non pas à la paix, mais au contraire à une extension du conflit? C'est possible, en effet, et c'est pourquoi il est probablement préférable, plutôt que d'être là à peser les armes de chaque camp et à mesurer l'équilibre, il est probablement préférable de faire pression pour aboutir à la paix. Car si la politique qui veut ou qui affirme avoir pour objectif la paix consiste simplement à fournir un peu plus d'armes à l'un, puis un peu plus d'armes à l'autre pour que les deux plateaux de la balance soient égaux,
qu'ils soient égaux ou qu'il y ait des équilibres, le risque est grave pour tout le monde. Donc, je pense que, plus que jamais, la paix, et la paix rapide est nécessaire, et je le répète, je pense plus que jamais que le temps travaille contre Israël et que rien ne serait plus grave, non seulement pour Israël, mais pour le monde entier, que de transformer un conflit qui, à l'heure actuelle, est certes déplorable, mais du moins est localisé, entre un conflit alors généralisé entre deux très grandes puissances. Pour le coup, ce serait un désastre mondial. Mais ça ne dépend pas de nous, malheureusement, que de ramener tout le monde à la conception dont je parle, c'est-à-dire à la nécessité d'une paix négociée rapide. Mesdames et messieurs, je crois vraiment, et le fait que les dernières questions posées soient revenues sur des sujets déjà traités, je crois vraiment m'être prêté à vos questions très librement et que tous les sujets possibles ont pu être abordés. Je vous remercie infiniment de votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois.